Voilà, bonjour très chers apprenants. C'est Mouchefal Papis Komaha. Voilà, comme convenu, je reviens vers vous pour aborder la deuxième séquence de la thématique ou bien du thème que je vous avais présenté la première fois. Rappelons que ce thème est intitulé Les mouvements de décolonisation, deux points, similitudes, particularités et complexité. Les mouvements de décolonisation, deux points, similitudes, particularités et complexité. Donc c'était ça que j'avais proposé comme thème. Et nous avions examiné ensemble la première partie en abordant les causes générales de ces mouvements de décolonisation. Et parmi dans ces causes, on a les causes internes et les causes externes. La deuxième rubrique de cette première partie étudiée avait porté sur les similitudes de ces mouvements de décolonisation. Et là, pour ce qui concerne donc ces similitudes, nous avions mis le focus sur les formes. Oui. Et en examinant de très près les formes, on peut détecter les similitudes. Certaines colonies ont accédé à l'indépendance par la voie pacifique, d'autres par la voie violente. Donc la forme violente, si vous voulez. Et pour la forme violente, on a le cas de l'Algérie, colonie française, de l'Indochine, colonie française, mais Angola, Guinée-Bissau, Cap-Vert, Mozambique, qui sont des colonies portugaises. La voie pacifique, c'est la Gold Coast. Avant la Gold Coast, il y a l'Inde, qui est une colonie britannique. La Gold Coast aussi, colonie britannique. Il y a aussi le Sénégal, la Côte d'Ivoire et les autres, le Soudan et le Mali, donc, qui ont accédé à l'indépendance par voie pacifique. Rappel aussi, nous avions dit que même si certains ont adopté donc, la voie pacifique, il y a eu des moments de tension, le sang a coulé. Et nous avions cité l'exemple du massacre d'Amritsar, le massacre d'Accra et le massacre de Kandahar, donc l'affaire Kandahar en 1944. Jusque-là, ça va. Alors aujourd'hui, nous allons aborder le caractère particulier et complexe de certains mouvements de décolonisation. C'est bon, on peut y aller? On peut y aller? Voilà. Alors, pour cela, pour comprendre le caractère particulier et complexe, par exemple, pour ce qui concerne donc la particularité, on peut jeter un regard même sur le statut de certaines colonies. Okay? C'est le cas, par exemple, de l'Inde. Certes, l'Inde a accédé à l'indépendance par voie pacifique en 1947, mais c'est dans une indépendance, une décolonisation dans la scission, dans la séparation en 1947. Donc il y a les hindous, l'État hindou et l'État musulman dirigé par Ali Jinnah, l'État hindou dirigé par Jawaharlal Nehru et Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi, rappelons, il souhaitait vraiment la décolonisation de l'Inde dans l'unité, mais tel n'a pas été le cas. Jusque-là, ça va. Et du coup, on a deux factions, la faction hindoue et la faction musulmane, notamment le Pakistan oriental et le Pakistan occidental. Le cas de l'Algérie aussi est particulier du point de vue statut parce que l'Algérie est un prolongement de la France. L'Algérie, son statut est différent de celui des autres colonies, comme le Sénégal, le Soudan, la Guinée-Bissau, etc., la Gold Coast, etc. L'Algérie, c'est un prolongement de la France. Donc, une colonie de peuplement. Donc, du point de vue statut, on voit une certaine particularité. Le Sénégal aussi en est un exemple, avec les 4 communes qui avaient bénéficié de la souveraineté française, telles que Saint-Louis, Gorée, Rufisque et Dakar.
Et tout le reste du territoire sénégalais, du Sénégal colonial, si vous voulez, même haïtien, est essentiellement constitué de sujets, donc d'indigènes, donc de populations assujetties au code de l'indigénat par le décret du 30 septembre 1887. Jusque-là, ça va. Rappelons que aussi, pour ce qui concerne donc la décolonisation du Sénégal, le Sénégal a accédé à l'indépendance, certes par voie pacifique, il y a eu quand même des réformes, hein, donc c'est par étapes. La première étape est consacrée à la conférence de Brazzaville en 1944, et conférence à laquelle les concernés n'avaient pas assisté. Les concernés, c'est-à-dire les peuples colonisés. Donc il fallait définir, hein, donc le sort de ces peuples colonisés. Il avait été prévu la suppression du code de l'indigénat. Et 46, qui est la deuxième étape, qui est aussi une période phare dans l'historiographie de la décolonisation du Sénégal. 46 consacre la suppression de l'indigénat, l'extension de la citoyenneté française par l'adoption de la loi Lamine Gueye, la suppression du travail forcé par l'adoption de la loi Houphouët-Boigny, mais aussi des Sénégalais qui ont représenté le peuple, hein, au Palais Bourbon, c'est Senghor et Lamine Gueye, sans compter la création de partis politiques comme le BDS et la SFIO. Troisième étape très importante, c'est qui correspond à la loi cadre de Gaston Defferre en 1956. Et il faudra jeter aussi un regard, hein, sur le contexte qui avait prévalu. Hein, pourquoi pourquoi cette volonté de créer, ou bien si vous voulez, d'adopter, voilà le mot qui vient, d'adopter donc la loi cadre de Gaston Defferre, c'est parce que tout simplement, si vous voulez, 2 ans avant, hein, ou bien 2 à 3 ans avant, il y avait des événements phares, hein, qui ont poussé la France à aller dans ce sens, hein, la négociation, hein, à réformer. C'est sa défaite à Dien Bien Phu, la défaite française à Dien Bien Phu en 1954. Et ça a contribué à cela, sans compter la conférence de Bandung de 1955, conférence à laquelle l'élément central un élément central a été adopté et a été abordé, c'est l'accession des colonies à l'indépendance. Donc c'est très important de prendre en compte du contexte qui avait prévalu. Dernière étape, ou bien avant-dernière si vous voulez, c'est le référendum proposé par Charles de Gaulle en 1958. Notons que la Guinée avait dit non à cette communauté française, donc en rompant les liens avec la France. La Guinée de Ahmed Sékou Touré. Mais quant aux autres colonies comme le Sénégal, par référendum, Louis l'a emporté massivement. Et le Sénégal donc accède à l'indépendance en restant dans la communauté française, hein, en 1960. Jusque-là, ça va? Alors, si on revient au caractère complexe des mouvements de décolonisation, on peut prendre le cas de l'Inde. L'Inde qui est entrée en conflit, rappelons que l'Inde a accédé à l'indépendance dans la scission, la séparation. Alors, État hindou, hein, et de l'autre côté, État musulman, notamment le Bangladesh. Mais ces deux factions vont entrer en lutte meurtrière, hein, sur la question du Cachemire. Mais encore, le Bangladesh aussi va se scinder et puis qui va donner naissance. Le Pakistan va se séparer et va donner naissance au Bangladesh en 1972. D'accord? Toujours comme complexité, on peut citer l'exemple de l'Angola. L'Angola qui a accédé à l'indépendance tardivement, très tardivement, qui est une colonie portugaise en 1975. À partir de 1975, l'Angola
plonge donc, dans une situation conflictuelle difficile, meurtrière à la fois. Une guerre civile de plus pratiquement de 20 ans, oui, 20 ans de guerre civile qui avait opposé l'UNITA, l'MPLA et le FLNA. Et dans cette guerre civile, il faudra noter l'implication des puissances étrangères. Je vous parlais des États-Unis, je vous parlais de l'URSS. Et dans un contexte de guerre froide, rappelons-le, on est en pleine guerre froide, ces deux factions voulaient satelliser le monde, voulaient avoir beaucoup plus d'états tampons, d'états intermédiaires, d'états interposés. Donc il ne faut pas ignorer ce cas de figure. Il ne faut pas ignorer donc ce cas de figure. Alors, toujours par rapport donc, à la complexité et à la particularité des mouvements de décolonisation, nous pouvons citer encore le cas de l'Indochine, qui est à la fois particulier et complexe. L'Indochine était une confédération appelée Confédération Union Indochinoise, divisée en 3 entités, le Cambodge, le Laos et le Vietnam. Le Vietnam subdivisé aussi en 3 provinces, l'Annam, le Tonkin et la Cochinchine. La Cochinchine. Donc le leader charismatique qui avait porté donc le combat s'appelait Ho Chi Minh, qui a créé le Parti communiste indochinois en 1930. Le cas de l'Indochine est complexe. Pourquoi? Parce que tout simplement il y a des puissances qui se rivalisaient pour contrôler l'Indochine. Le Japon l'avait contrôlé en contexte même, jusqu'en contexte de Deuxième Guerre mondiale. Ce n'est qu'après que la France donc, va reconquérir l'Indochine. Et la proclamation de la République en 1946 va perturber cette volonté d'unification du Vietnam. Alors, en 1954, avec la signature des accords de Genève, il a été prévu la division du Vietnam en deux. Donc Vietnam du Nord et Vietnam du Sud par le 17e parallèle. Mieux encore, des élections ont été prévues pour unifier ces deux Vietnams. Mais malheureusement, dans un contexte de guerre froide, il y a eu cette unification donc n'a pas eu lieu. Au contraire, il y a eu tension et une guerre qui avait opposé les Nord-Vietnamiens soutenus par l'URSS et la Chine, et les Vietnamiens du Sud soutenus par les États-Unis. Donc n'oubliez pas, c'est des tensions, on est dans un contexte de tension idéologique, voilà, de guerre par état intermédiaire, de conflits par état interposé. Autre élément qui explique cette complexité de la crise du Vietnam, c'est non seulement bien sûr l'internationalisation de cette crise, l'implication de la France, mais surtout l'implication des États-Unis. À un certain moment, il a fallu que les États-Unis se retirent petit à petit, ce qui va susciter une vietnamisation du conflit. Donc une vietnamisation du conflit. Un conflit qui va se terminer vers 1973-1974. Okay. Alors, autre exemple de décolonisation complexe et particulier, c'est le cas de l'Algérie. L'Algérie, son cas est particulier. Il y a des partis politiques qui n'ont pas les mêmes idéaux. Les partis politiques qui ont mené le combat et qui n'ont pas donc les mêmes idéaux. On a ceux qui revendiquent l'extension des droits, c'est les jeunes Algériens dirigés par Ferhat Abbas, des droits musulmans bien sûr. Il y a l'association des ulémas qui réclament un pouvoir musulman et rejette, musulmans et arabes, et rejette systématiquement la politique d'assimilation. La philosophie de ce parti, de ce groupe, de l'association des musulmans ayant trait à l'indépendance peut se résumer à ces termes: l'islam est ma religion, l'arabe est ma langue et l'Algérie est ma patrie. Des leaders des partis politiques ont mené le combat, comme le Parti du peuple algérien de Messali Hadj, et sans compter aussi Ferhat Abbas et tant d'autres.
à partir de 1942-47, la France a adopté une politique donc, qui est très intransigeante. Pourquoi? Parce que l'Algérie était une colonie, si vous voulez, une colonie phare, si vous voulez. Pourquoi? C'est un prolongement de la France, c'est un département de la France, mais la position même de l'Algérie au sein du bassin méditerranéen, donc une position donc, stratégique. Donc il fallait tout faire pour avoir donc pour exercer donc une mainmise sur l'Algérie. Il y a eu des remous, un remous qui se traduit par des arrestations par-ci et par-là. Mais ça a arrêté, et le Ferhat Abbas aussi qui a été donc arrêté. Décolonisation complexe parce que tout simplement Ahmed Ben Bella et tant d'autres Algériens vont taper sur la table pour mener une résistance farouche pour arracher donc l'indépendance, surtout avec la défaite française en 1957 à Djemenfou. Okay. La France a adopté plusieurs politiques pour contraindre, pour étouffer ces mouvements d'indépendance du peuple algérien. Il y a eu la réaction des socialistes dans les années 50, 1954-1958, une réaction qui se traduit par une intervention policière, par la solution politique donc, pacifique. Et la France, à cette période, avait proposé même l'égalité et l'autonomie aux Algériens. D'accord. Et ensuite, la troisième politique qui a été adoptée sous le régime donc, des socialistes, c'est la voie militaire. Et ça qui explique l'augmentation de l'effectif de l'armée française en Algérie. D'accord. Jusque-là, ça va. Donc, pour étouffer les mouvements d'indépendance, les mouvements de contestation du peuple algérien. Alors, la décolonisation, toujours en Algérie, est complexe. Pourquoi? Parce que tout simplement, si vous examinez la crise de Suez en 1956, si la France gardait une dent contre l'Égypte, ça, il ne faut pas l'oublier, parce que c'est l'Égypte qui avait soutenu l'Algérie dans ce conflit. Et l'Égypte avait soutenu l'Algérie dans sa lutte pour l'indépendance. C'est la raison pour laquelle la France est attaquée à l'Égypte lors de la crise de Suez. Quand De Gaulle est arrivé au pouvoir, il va accélérer les choses en adoptant la négociation avec le Front de libération nationale, mais malheureusement en proposant la paix des braves, mais les Algériens l'ont rejeté systématiquement. Le Front de libération nationale l'a rejeté. Le Front souhaite l'indépendance immédiate d'ailleurs, et par la force des armes. Et De Gaulle est allé même jusqu'à proposer, jusqu'à promettre des réformes économiques, notamment des réformes agraires. Mais cela n'a pas abouti. Le peuple algérien était déterminé à accéder donc à l'indépendance. Et du coup, De Gaulle, ayant compris cette volonté manifeste du peuple algérien à vouloir coûte que coûte accéder à l'indépendance, De Gaulle va proposer la sécession, c'est-à-dire l'indépendance aux Algériens, la francisation, c'est-à-dire le rattachement de l'Algérie à la France, mais aussi l'association comme troisième proposition, mais dans le cadre de la communauté française. N'oubliez pas, donc en 58-60, on est dans un contexte de proposition de la communauté française qui a été rejetée, rappelons-le, par la Guinée de Sékou Touré. Jusque-là, ça va. Mais cette politique de Gaulle était mal perçue par les pieds noirs donc en Algérie, c'est-à-dire des Français qui sont en Algérie. Et ils voyaient ça d'un mauvais œil. C'est la raison pour laquelle ils ont manifesté. C'était donc la semaine des barricades pour contester cette politique de Charles de Gaulle. Donc ça a été très dur, très complexe, complexité qui explique l'organisation des référendums en France, comme aussi en Algérie, avec la signature des accords d'Évian en 1962 consacrant l'indépendance de l'Algérie. Le oui l'a emporté largement, très largement d'ailleurs, que ce soit donc en France et surtout en Algérie pour l'indépendance.
D'accord? Donc, le cas de l'Algérie est complexe, mais aussi particulier. C'est bon? Il y a aussi un autre exemple, on va terminer, de décolonisation complexe et particulière, c'est la décolonisation au Proche-Orient. Ça, on peut pas l'ignorer, chers apprenants, on ne peut pas l'ignorer avec la question israélo-palestinienne, israélo-arabe, si vous voulez. Cette complexité est liée à la question de l'antériorité territoriale, à la question donc, de l'intériorité territoriale, ça il ne faut pas l'oublier. Pourquoi? Parce que tout simplement, ces deux factions, chacune croyait que, je veux dire, la faction juive, notamment les juifs et les arabes, chaque faction croyait qu'elle était donc la première à occuper donc les terres. La dimension religieuse, même si elle est instrumentalisée, mais elle est réelle, elle est réelle. Donc il y a une petite dose, quoi qu'on dise, de religiosité dans cette complexité de la crise de la décolonisation au Proche-Orient. Ne serait-ce que le statut même de Jérusalem, oui, carrefour de religion. Ah oui, Jérusalem, où il y a Jérusalem-Est, il y a donc le dôme du Rocher, et la mosquée d'Alaska, et sans compter les murs de lamentation. Jérusalem donc était un véritable enjeu qu'il fallait donc occuper. Ici ajoute l'implication des puissances étrangères, les Arabes d'un côté, avec l'Égypte, la Syrie, Liban, l'Iran, l'Arabie Saoudite, Qatar, Jordanie. Ici ajoute les États-Unis et l'URSS qui ont apporté aussi leur soutien, qui sont immixés en ce conflit. L'Angleterre, il ne faut pas oublier l'Angleterre donc qui gère le dossier. N'oubliez pas que c'est la SDN qui avait confié le dossier à l'Angleterre pour administrer donc ces territoires du Proche-Orient, surtout la Palestine. Alors, l'Angleterre, depuis longtemps, avec Theodore Herzl et même James Balfour, qui a encouragé la création d'un foyer et aussi la création d'un État juif en territoire palestinien. Autre élément d'une grande envergure qui explique cette complexité de la crise de la décolonisation au Proche-Orient, c'est le plan de partage qui a été proposé par l'ONU en 1947, lorsque la Grande-Bretagne, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, après la création de l'ONU, lorsque la Grande-Bretagne donc a remis donc le dossier à l'ONU. Qu'est-ce que l'ONU a fait? L'ONU donc a proposé un plan de partage inéquitable. 45%, bon là, les pourcentages, ça varie. Voilà, 45% aux Arabes et 55% aux Juifs. Et quant à Jérusalem, Jérusalem donc est déclarée comme ville sous contrôle de l'ONU. Mais qu'est-ce qui va se passer un an après? Les conflits donc vont se succéder. Ah oui, ce qui rend complexe la situation. La guerre d'indépendance, la Nakba en 1948 avec la proclamation de l'État d'Israël par David Ben-Gurion, considérée comme une provocation. La guerre de Suez 56, la guerre des 6 jours en 67, la guerre de Kippour. Pour la guerre des 6 jours, c'est très important de revenir là-dessus. En 1967, malgré une forte coalition arabe, les Israéliens ont remporté la victoire avec le soutien des États-Unis, bien sûr. Et Israël s'est agrandi davantage. En occupant la bande de Gaza, en occupant le Sinaï, en occupant la Cisjordanie, mais aussi en occupant Jérusalem-Est. Jérusalem-Ouest a été déjà occupée depuis 1948. Et puis Jérusalem, rappelons, nous avions dit que Jérusalem était déclarée ville sous contrôle de l'ONU, sous contrôle onusien. Alors, du coup, l'ONU décide d'une résolution, la résolution 242. Mais cette résolution donc peine à être respectée, à être donc réalisée. À cela s'ajoute aussi d'autres conflits qui rendent la situation complexe. La guerre du Liban entre les phalangistes chrétiens et les musulmans du Hezbollah. Et il implique l'URSS qui apporte son soutien aux chrétiens, les Arabes qui apportent leur soutien à leurs confrères musulmans du Hezbollah. Donc la situation au Proche-Orient était très complexe. Très complexe. Sans compter l'opération paix
en Galilée en 1982, et s'y ajoute la guerre des pierres, l'intifada. Donc pas mal de conflits, pas mal de guerres qui expliquent donc la situation vraiment complexe de la décolonisation au Proche-Orient. À cela s'ajoutent d'autres guerres, la guerre de Gaza, l'opération pliée de défense, etc., etc. La signature, malgré donc la signature de certains accords de paix, quelques années, il y a eu donc perturbation, il y a eu donc crise, il y a eu donc regain des tensions, si vous voulez. C'est le cas de la signature des accords Camp David, signé par Menahem Begin et Anwar el-Sadat. Quelques années, Anwar el-Sadat, l'Égyptien, a été assassiné, à bout portant d'ailleurs. Ça a été le cas de la signature des accords d'Oslo, entre Yasser Arafat et Isaac Rabin en 1993. 2 ans après, 1995, Isaac Rabin a été aussi assassiné. Donc c'est juste pour vous dire que même à un certain moment, c'est vrai, il y a eu donc des hommes qui ont mené une politique allant consistant donc, si vous voulez, à apaiser les ardeurs, à calmer donc les ardeurs, mais malheureusement d'autres perturber ce processus de paix. Donc c'est ça qui rend encore une fois complexe la situation, la crise arabe, mais aussi la décolonisation au Proche-Orient. Autre élément de taille qui explique le caractère complexe de cette décolonisation, c'est la question des frontières. Ah oui, le respect de la résolution 242. La question des colonies, vous êtes sans savoir que Israël n'a cessé de coloniser les terres. Donc, plusieurs terres ont été donc contrôlées par Israël, et malgré les décisions prises par l'Organisation des Nations Unies. Il y a la situation des réfugiés, les réfugiés et certains aussi palestiniens qui souhaitent regagner, donc retourner au Bercail et récupérer leur terre. Autre élément très complexe, c'est au sein même du gouvernement palestinien. Alors, au sein même du gouvernement palestinien, il y a plusieurs factions. Il y a le Fatah, le Hamas et le Hezbollah. Ces factions n'ont pas la même vision politique vis-à-vis d'Israël. Oui. Le Hamas et le Hezbollah sont beaucoup plus virulents, oui, que le Fatah de Mahmoud Abbas. Mais encore, le Hamas contrôle la bande de Gaza. Du coup, on assiste à un effritement même du pouvoir politique palestinien. Jusque-là, ça va? Alors, pour terminer, autre élément de taille qui explique la complexité de cette situation, de la décolonisation au Proche-Orient, de la crise israélo-arabe, c'est que les États-Unis, en 2018, sont lancés dans une politique consistant à délocaliser leur ambassade, donc à l'installer à Jérusalem. Et cela aussi ne fait que donc aggraver la situation, ne fait qu'envenimer donc la situation, donc la tension. Voilà, grosso modo, très chers apprenants, les grandes lignes ayant trait à cette deuxième partie sur la particularité, les particularités et complexité des mouvements de décolonisation. Sur ce, je vous dis bon courage et puis plein de succès aux examens, donc au baccalauréat. Et je vous le souhaite de tout cœur. Voilà, et à plus.